Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Sophie Audugé et Bruno Pomar. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un vent de révolte. Primo, nous voulons une revalorisation des salaires. Pas content, pas content, pas content. Deuxièmement, un réajustement salarial. Je sens que je vais craquer. Je vois bien que t'es pas content. Et Trimo, nous voulons une augmentation. Voilà ce qu'on veut à la CGT. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Ce mardi, des syndicats, dont la CGT, on vient d'entendre les inconnus, FO, Solidaire, FSU, ainsi que des organisations de jeunes comme la FIDEL, le MNL, l'UNEF et l'UNL, appellent à une grève et à manifester dans toute la France pour défendre les salaires, l'emploi et protester contre les réformes des retraites et de l'assurance chômage. 200 manifestations sont prévues dans toute la France, mais des manifestations qui posent question puisque tant celles contre la loi travail sous Hollande ou celles de Gilets jaunes ou contre le pass sanitaire sous Macron n'ont abouti à aucun infléchissement de l'exécutif. D'où notre premier grand débat, grève générale du 5 octobre. Manifester sert-il encore à quelque chose? Et vous êtes 58,3% à dire non. Avec nous, Axel Persson, cheminot et secrétaire général de la CGT cheminot de Trappes. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que manifester sert encore à quelque chose, surtout quand tous les syndicats n'appellent pas à manifester? Je pense que de toute façon, quand on est salarié, quand on est travailleur, on n'a pas trop le choix que de se mobiliser, ne serait-ce que pour défendre ses intérêts, parce qu'on n'a pas d'autres moyens pour le faire. Et si la question c'est est-ce que ça sert à quelque chose, bien évidemment, même si je ne prétends pas avoir une expérience de nos plus anciens camarades en ces dizaines d'années d'expérience militante, j'ai quand même pu, avec nombreux de mes collègues de travail ainsi que mes camarades, remporter des victoires qui se sont, y compris soldées par des belles victoires. Et je voudrais à ce titre, par exemple, là je parle très localement chez moi, saluer par exemple la victoire de mes collègues qui sont en charge de la maintenance de l'infrastructure de la gare de Montparnasse, qui ont pu, suite à des grèves, obtenir 200 € d'augmentation mensuelle par mois. Et nous sommes bien déterminés à obtenir l'extension de cette augmentation pour l'ensemble de nos collègues. Mais ce que je dis là au chemin de fer, c'est valable dans l'ensemble des secteurs. Si eux, ils ont pu l'obtenir parce qu'ils se sont mobilisés, la seule façon et la seule conclusion qui s'impose, c'est qu'il faut se mobiliser de la même façon partout dans toutes les entreprises. Donc bien évidemment que ça sert à quelque chose. La parole est au camarade Bilger. Alors, non, mais sérieusement, j'espère ne pas être trop long. D'abord, je ne me moquerai jamais des combats pour l'emploi et les salaires. Je comprends bien qu'il y a une France qui n'est pas heureuse et donc qui peut constater que des privilèges sont ailleurs et qu'elle n'en dispose pas. Premier point. Deuxième point, mais là, c'est une interrogation que je formule. Pourquoi le syndicalisme aujourd'hui a moins d'importance? C'est qu'il me semble qu'il y a moins de place pour une contestation authentique de la France telle qu'elle vit socialement et économiquement. Je ne dis pas que le pouvoir d'Emmanuel Macron est parfait, c'est pas ce que je veux dire, mais du moins on arrive à une forme de stabilité et d'équilibre qui rend l'action syndicale de plus en plus difficile. Et dernier point, est-ce que, Axel, si vous permettez, est-ce que, au fond, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une sorte de presque de barreau d'honneur, c'est-à-dire une forme de syndicalisme qui éprouve le besoin de s'ébattre pour se manifester et montrer qu'il existe encore, même sans obtenir des résultats? Axel Persson. Disons que la théorie du barreau d'honneur, j'ai l'impression quand même qu'on le fait à chaque mouvement quand même. Parce que même pendant les retraites, on nous disait que c'était le barreau d'honneur des syndicats. Et parfois, certains théorisaient que c'était un barreau d'honneur face au mouvement des Gilets jaunes qui avait émergé 2 ans avant. Alors que nous, en tant que militants ouvriers, on avait plutôt tendance à, plutôt que d'opposer les luttes, d'établir une continuité, de dire qu'il fallait apprendre, y compris du mouvement des Gilets jaunes, et plutôt que les opposer, y compris nous, arriver à faire une jonction entre les Gilets jaunes et le mouvement ouvrier dans les entreprises. Mais ce que moi j'ai envie de dire, oui, aujourd'hui, la situation économique, la situation politique, je ne pense pas qu'en 18 minutes, le temps qui nous reste, on peut forcément balayer un tableau très complet sur pourquoi l'ensemble du mouvement ouvrier, je dis bien mouvement ouvrier parce qu'il n'y a pas que les syndicats, c'est l'ensemble des partis politiques, des organisations qui se réclament du mouvement ouvrier, sont en recul. Ça, c'est une certitude, c'est une réalité, mais il n'en demeure pas moins que notre conclusion, et je le tire comme conclusion, c'est que de toute façon, en tant que travailleur, on n'a pas le choix que de s'organiser. Et que s'il y a des obstacles, il est à charge à nous de les surmonter pour pouvoir remporter des victoires qui... Je tiens quand même à nuancer le propos, nous en avons obtenu quelques-unes quand même. Je pense par exemple à la contre-réforme des retraites. On a beau dire que c'est le Covid ou pas, s'il n'y avait pas eu grève, on ne se posait même pas la question. La réforme, elle serait déjà en train de passer là. Comme d'ailleurs un certain nombre de réformes sont passées, Covid ou pas Covid d'ailleurs. Sophie Audugé.
Oui, moi je suis assez partagée parce que d'un côté, évidemment, je trouve que c'est tout à fait important que les gens puissent se mobiliser, défendre des causes qui sont nobles, dont les ressources humaines, dont les conditions de travail. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'arrive pas à un moment un peu un plafond de verre plutôt, où on a atteint un tel niveau de protection sociale qui est quand même très lourde pour les entreprises, qui fait que finalement nos petites entreprises qui ne sont pas des entreprises publiques peinent à maintenir une activité dans une concurrence internationale, dans un marché mondialisé qui de toute façon est bel et bien là. Et finalement, sur certaines situations, on va dire de précarité, je ne suis pas sûre que finalement le syndicalisme collectif, le syndicalisme d'antan arrive à prendre en charge les situations individuelles. Donc je vois, on est régulièrement appelé par des enseignants qui sont en situation grave, de souffrance importante, lâchés par leur hiérarchie, où ils ont parfois contacté les syndicats et où ils arrivent à un moment où le syndicat ne peut rien faire, parce que quelque part, on se retrouve quand même dans une espèce de bureaucratisation aussi, pour reprendre un terme sociologique. On arrive à une telle organisation qui finalement a un peu évolué vers des travers qui sont celles de toute organisation pyramidale, c'est-à-dire une bureaucratisation. Et c'est vrai que je pense que là, il y a quelque chose à réinventer, au même titre que les partis politiques ont été obligés de se réinventer dans les dernières années. Axel Persson, les syndicats doivent se réinventer? Oui, je pense que comme toute organisation qui perdure dans le temps, il faut se réinventer et s'adapter aux conditions actuelles. Un révolutionnaire que je ne citerai pas disait analyse concrète d'une situation concrète. Les amateurs reconnaîtront. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, ce phénomène de bureaucratisation, il est bien réel. Et c'est aussi une volonté de nos adversaires. Je parle des gouvernements, je parle des employeurs, et c'est quelque chose que nous, il faut aussi qu'on ait en conscience que c'est un danger. On le voit par exemple aujourd'hui que plein d'entreprises, d'ailleurs le nom qu'ils donnent, très en vogue, dialogue social. Voilà. Oui. Le dialogue social. Ça date pas d'aujourd'hui. Voilà, ça date pas d'aujourd'hui, mais en fait c'est une politique. C'est-à-dire que c'est une politique qui consiste à multiplier par exemple des réunions d'instances pour pouvoir parfois favoriser un certain mode de cogestion dans certaines administrations, même si le pouvoir n'est pas détenu par l'employeur, mais un mode de cogestion qui tend au contraire à castrer parfois certaines organisations et qui inhibe leur capacité, si elles perdent de vue quelle est leur raison d'être, qui est d'organiser la lutte et non pas d'organiser essentiellement des discussions de salon dans lesquelles elles n'ont pas de pouvoir. Si elles perdent ça de vue, oui, elles se tirent une balle dans le pied. Et moi, évidemment, je ne suis pas de cette tendance-là. Vous parliez du dialogue social. Les vraies voix, c'est le dialogue sociable, même avec la police. Oui, on a des syndicats qui bougent bien la police. Je pense à Unité SGP Police, même Alliance, qui ne sont pas du même bord. Mais je veux dire, voilà, c'est quand même des syndicats qui tournent pas mal dans nos institutions. En même temps, effectivement, on sent que le syndicalisme a quand même perdu de son ampleur. On a connu les grandes manifestations du temps des Krasuki, des marchés, etc., qui étaient des mobilisations énormes. Et là, effectivement, l'avènement des Gilets jaunes a fait que les syndicats ont été complètement discrédités. Si ce mouvement Gilets jaunes est né, c'est qu'en même temps, les syndicats n'ont pas répondu à un moment donné à une problématique sociétale qui était là, qui était présente. Donc c'est vrai que le syndicalisme, maintenant, ne pèse plus grand-chose. Maintenant, à vous de vous réinventer, parce que sinon, vous disparaîtrez. Et en même temps, je dirais, le nombre d'obédiences syndicales fait que on entend tout le monde et personne. En Allemagne, ils sont beaucoup plus concentrés et beaucoup plus forts. C'est peut-être une tendance à prendre. Il y a des syndicats beaucoup plus puissants dans la métallurgie. Gay Metal a plus de syndiqués que tous les syndicats français réunis. Ils sont mobilisés ensemble. Axel Persson. Sur le modèle, le hasard fait que je suis né en Suède notamment, que j'ai grandi en Suède, comme l'indique pour ceux qui le reconnaîtront mon nom de famille, mais c'est parce qu'aussi le syndicalisme dans les pays nordiques... c'est personne, SO2N. Voilà. Le syndicalisme dans ces pays-là est très différent dans la philosophie. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je prends un exemple, je suis élu aussi par le personnel là sur mon triage, et l'ensemble du personnel, syndiqué ou non syndiqué, a participé à l'élection pour me désigner, d'ailleurs avec un taux de participation, je tiens à le préciser, largement supérieur aux élections politiques par ailleurs. Mais donc ça, c'est une différence... Pardon ? Comme en Corée du Nord ? Non, pas à 100%, mais on était autour de 70%. Mais si je dis ça, c'est aussi parce que justement c'est une différence avec le syndicalisme tel qu'il est pratiqué par exemple en Suède ou en Allemagne, où notamment il faut être adhérent du syndicat, ne serait-ce que pour bénéficier parfois de la convention collective, du droit à être défendu, alors que nous on n'impose pas par exemple cette règle-là. Quand on adhère au syndicat, si on veut une augmentation, si on n'est pas syndiqué dans certains pays, c'est pas toujours le cas aussi simple que ça, mais parfois c'est la philosophie. Il y a une augmentation, on n'y a pas droit si on n'est pas syndiqué. Voilà, c'est un peu ça la logique, et ça c'est très différent par exemple que la philosophie française où l'adhésion syndicale est un acte militant quasiment. Philippe Bilger, Sophie Audugécourt, parce qu'on part au 0826 300 300. Vous avez parlé de l'Allemagne, Bruno, Axel vient de parler de la Suède. Le hasard a fait que je me suis beaucoup intéressé au parcours d'une ministre du Travail espagnole, une femme, avocate, fille de syndicaliste, qui a trouvé le moyen
dans un parcours remarquable. Depuis 2020, elle a permis la réussite de 11 accords syndicats pouvoir espagnol. J'en viens à ma question, Axel. Est-ce que ça ne montre pas que dans certains pays, il y a tout de même une volonté de collaboration alors que le syndicalisme français ne considère comme légitime que ce qu'il a arraché? Oui. Bah, en tout cas, moi, ce qui est sûr, et c'est le mandat que me donne, et là je parle même pas que des syndiqués, des non-syndiqués, c'est que j'ai signé des accords, hein. Déjà avec ma plume, au nom du syndicat, ça m'est déjà arrivé, mais à chaque fois, en effet, ça a été parce que le mandat qui nous a été donné, c'est dire oui, ce qui a été proposé sur la table, ça nous convient parce qu'on a obtenu quelque chose. Mais ça me semble pas scandaleux. Si on signe quelque chose, c'est parce qu'on a obtenu une amélioration. Et donc moi, je n'ai pas de problème de principe. Parfois, on pourrait penser que par principe on refuserait de signer quelque chose. Mais c'est pas une question, c'est pas une question principielle. J'ai déjà, puisque je le dis à titre personnel, il m'est déjà arrivé de signer ce qu'on appelle un protocole de fin de conflit où on acte notamment des augmentations de salaire ou telle restructuration qui est abandonnée, et parce qu'on a réuni une assemblée générale où les gens nous ont donné le mandat pour le faire. Parfois vous êtes allé jusqu'au boutisme aussi. Hein. Oui, mais regardez le port du Havre et autres, on a vu des catastrophes. Mais est-ce que c'est grave d'aller jusqu'au bout de ces débats? Axel, court. Alors très rapidement, moi je dirais juste que par rapport à ce que vous disiez, Axel, il y a quelque chose quand même qui me dérange un peu, pour être tout à fait honnête, c'est quand vous dites que les entreprises sont vos adversaires. Je trouve que c'est un terme extrêmement grave. Moi, j'ai accompagné des entreprises, des petites entreprises en région, avec des patrons qui vraiment se défonçaient pour leur entreprise, qui gagnaient pas plus que leurs salariés et qui, franchement, avaient comme objectif de maintenir le travail pour ces gens-là, parce que derrière, il y avait des familles. Et quelque part, il y a une sorte de diabolisation en France de l'entrepreneur qui est complètement fausse, parce que sur le terrain, c'est pas du tout comme ça que ça se passe et que ça se vit. Et je trouve que, quelque part, ce discours de diabolisation et ce discours de se mettre en adversaire avec les entrepreneurs, qui sont en France quand même les plus gros employeurs, hein, la petite entreprise, moi je trouve que c'est un problème qu'il va falloir quand même prendre à bas le col à un moment. Axel Personne court, on part au 0826 300 300. Mais on est quand même capable de nuances. Néanmoins, toute nuance gardée, il n'en demeure pas moins que dans le monde du travail, toutes les entreprises, j'ai dit sauf peut-être les coopératives, reposent sur un principe. C'est-à-dire que les salariés, les employés, on le prend comme on veut, représentent dans l'immense majorité des cas la majorité de l'effectif présent, mais ne détiennent pas le pouvoir de décision dans l'entreprise. Ils sont dépossédés. Est-ce qu'ils ont envie d'avoir le mal au ventre du matin pour savoir s'ils vont pouvoir ouvrir le lendemain matin? Non, mais si je dis ça, c'est parce que justement ça crée un conflit d'intérêts et de positions avec une minorité qui détient le pouvoir et qui l'exerce sur la majorité. Justement, la démocratie s'arrête aux portes des entreprises. Moi, par exemple, ce que je trouve toujours absurde, c'est que moi je suis élu dans l'entreprise, donc j'ai l'onction du suffrage universel qui m'est accordé avec moi, mais pas que les miens. Mais quand on se réunit avec la direction, les seuls membres qui ne sont pas élus dans la pièce, ce sont eux qui détiennent le pouvoir. Alors nous on a la légitimité démocratique de notre côté, mais eux ils ne l'ont pas. Donc partant de là, dans la grande entreprise publique. Non, mais c'est pas dans l'entreprise privée. On parle dans l'entreprise privée, là où il y a des élections, c'est pareil. Les seuls élus n'ont pas le pouvoir. On part au 0826 300 300 direction Coulommiers. Bonsoir Geoffroy. Il y a oui, bonsoir. Est-ce que pour vous manifester, ça sert encore à quelque chose? Oui, ça sert. Parce que là, je commence à en avoir marre, perso, d'entendre toujours les mêmes pleurer depuis le début du Covid. C'est restaurateurs et hôtellerie et transport routier. Mais transport voyageurs, on n'en parle pas. On est blacklisté. On est en train de nous faire des contrats précaires. On nous embauche à des taux horaires à 11 €. Quand j'entends ce matin sur RMC qui vont payer les serveurs à 12,30 € pour servir un plat, alors que nous, on transporte des vies humaines dans les mains et qu'on est payé encore moins cher qu'eux, faut arrêter le délire. Quand vous voyez des reportages en Martinique où des chauffeurs de car se promènent avec des casques de moto sur la tête pour pas se faire agresser, et que nous, on nous a passé de la pommade, que les syndicats ont baissé leur froc devant le patronariat et devant le gouvernement, et arrivé là, plus personne n'intervient pour nous. Et que là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, j'entends Transdev, Keolis, qui sont en train de créer... Alors, je vous coupe pour les auditeurs, Transdev et Keolis, vous me reprenez si je dis une bêtise, c'est des entreprises privées qui ont ce qu'on appelle une DSP, une délégation de service public pour transporter des passagers. Je vous laisse la parole. La SNCF en plus. Oui, et en plus de ça, Transdev, actionnaire, l'État est actionnaire chez Transdev. Et que là, ils ouvrent des lignes à la concurrence sur des lignes SNCF dans le sud. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en attendant, Transdev est en train de casser les prix. Là, des salariés de chez Transdev sont en grève depuis 5 semaines du côté de Melun, du côté de Volpénil, du côté de Marne-la-Vallée. Shell se met en grève. Il y a même des sociétés RATP Dev, RATP,
qui est la régie autonome du transport parisien. Entreprise publique. Voilà, qui ont des sous-structures du côté de Saint-Malo se mettent en grève et personne n'en parle. Alors, tout le monde occulte ça par la restauration. Et le transport routier, et personne ne nous entend. Vous voyez qu'on n'occulte pas sur Sud Radio parce qu'on vous donne la parole et on va faire... Non mais justement, je vous remercie que vous nous donnez la parole. Eh ben c'est tout à fait normal. Mais Axel, personne va vous répondre parce qu'il nous reste 1 minute et 15 secondes à peu près. Je ne sais pas si c'est vraiment répondre, mais en tout cas, je voudrais saluer la détermination des conducteurs de cars, notamment de Transdev, qui depuis début septembre sont pour certains en grève. Et là, ce qui est très positif, c'est que suite à la grève d'aujourd'hui, il y a des nouveaux dépôts qui rentrent en grève à partir de demain. Mais en effet, ce que l'auditeur Geoffroy, excusez-moi, j'avais oublié son prénom, Geoffroy vient de mettre le doigt sur un des problèmes qui est en train de se poser aujourd'hui dans les transports, c'est justement au nom de cette mise en concurrence, mais qui en réalité n'en est pas une, puisque c'est les mêmes salariés qui restent, c'est le même bus, il n'y a pas de question de 2 lignes de bus qui vont se livrer concurrence. Ces salariés-là sont transférés dans une nouvelle structure, une filiale, cette fois-ci c'est Transdev, et à chaque passation de marché, les actionnaires exigent donc des rendements supérieurs, et les seuls qui payent la facture, ce sont les salariés, soit en baissant les salaires, ou en augmentant le temps de travail qui n'est plus rémunéré, et qui se fait donc avec donc cette équation très simple dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour remplir leurs poches, les patrons vident les nôtres. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc la question, c'est de quel côté de la barricade on se place et comment on se défend. Et je salue les conducteurs de Transdev qui mènent une lutte exemplaire, et j'espère que nous, on pourra la mener ensemble. Bruno Pomar, 15 secondes et 15 secondes de réponse. Parce que vous vous réjouissez de ça, mais vous réjouissez pas. Je me réjouis de leur combativité. Moi, je me réjouis pas pour ceux qui vont travailler tous les jours. C'est ça le problème. Donc, vous êtes un peu extrême dans vos propos là, et je trouve que c'est quand même un peu dur pour ceux qui vont tous les jours travailler, qui essaient d'aller travailler et qui peuvent pas y aller parce que on fait des blocages. Axel, personne en 15 secondes. Je me réjouis pas du fait qu'il y ait une grève. Je me réjouis qu'ils ne se laissent pas faire, parce que l'autre option c'était de se laisser faire et de baisser la tête. Se laisser faire, ça veut dire quoi? C'est bloquer tout. Non, se laisser faire, non. Laisser faire, c'est comme beaucoup de gens font. C'est baisser la tête, continuer à aller au travail, se laisser marcher dessus. Et si on se laisse marcher dessus, on se fera traiter comme le paillasson qu'on mérite. Merci. Et eux, ils ont fait un autre choix. Philippe, merci. C'est fini. Quel dommage. J'allais dire une phrase décisive. Allez-y, dites-la. Une phrase. Je regrette qu'Axel, qui a été d'une certaine manière modéré tout au long de l'échange, à la fin, a sorti une phrase que je récuse totalement, simpliste. Pour remplir leurs poches, ils vident les nôtres. Ça, on n'est pas dans une démocratie. Ça ne ressemble pas à la vérité, ça. Il faudra le dire aux conducteurs de Transdev. Verdict sur Twitter. Merci beaucoup, Axel Persson, cheminot et secrétaire général de la CGT cheminot de Trappes. Verdict sur Twitter. Le premier débat, grève générale du 5 octobre. Manifester sert-il encore à quelque chose? Vous êtes 57,9% à dire non. Ça vous dirait les vraies voix, la chronique présidentielle de Philippe Rossi? Oh oui. Eh bien, c'est tout de suite.